bonsoir à tous. Nous nous retrouvons dans Voyage au bout de la nuit pour poursuivre notre lecture d'Alexandre Dumas et de son œuvre Les Borgias. Sachez que pour les précédentes lectures, si vous les avez loupées, vous pouvez me retrouver sur le site en replay de c8.fr. Pour vous remettre un peu dans le bain, Alexandre Dumas s'est intéressé à ce conflit familial parce que il ne voulait pas rentrer dans les détails des membres de la famille, mais plus sur leurs actes politiques, c'est-à-dire sur les plus puissants du monde, Charles VIII, Louis XII, mais également des grandes familles italiennes, comme les Médicis à Florence par exemple. Donc, je poursuis ma lecture. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et moi, je continue ma lecture et on est reparti dans les Borgias. C'est parti. L'indisposition du roi n'arrivant point au degré de gravité qu'on aurait pu craindre d'abord. Guéri au bout de quelques semaines, il s'achemina vers Pavie où il s'en allait mourant le jeune duc Galéas. Le roi de France et lui étaient cousins germains. Fils de 2 sœurs de la maison de Savoie, Charles VIII ne pouvait donc se dispenser de le voir. Il alla en conséquence le visiter au château qu'il habitait, plutôt comme un prisonnier que comme un seigneur. Il le trouva à demi couché sur un lit de repos, pâle et exténué par l'abus des voluptés, disaient les uns, par un poison lent et mortel, disaient les autres. Mais quelques envies que le pauvre jeune homme eut de se plaindre à lui, il n'osa rien dire, car son oncle Louis Sforza ne quitta pas un instant le roi de France. Cependant, au moment où Charles VIII se levait pour sortir, une porte s'ouvrit. Et une jeune femme parut, qui vint se jeter aux pieds du roi. C'était la femme du malheureux Jean Galéas. Elle s'accoura et supplia son cousin de ne rien faire contre son père Alphonse, ni contre son frère Ferdinand. À cette vue, le front de Sforza se rida. Soucieux et menaçant, car il ignorait encore quelle serait l'impression que produirait cette scène sur son allié. Mais il se rassura bientôt. Charles répondit qu'il était maintenant trop tôt pour avancer et trop tard pour reculer. Qu'il y allait de la gloire de son nom ainsi que de l'intérêt de son royaume, et que c'étaient 2 motifs trop importants pour être sacrifiés au sentiment de pitié qu'il éprouvait, si profond et si réel qu'il fût. La pauvre jeune femme, dont cette démarche était le dernier espoir, se releva et s'en alla. Elle se jeta toute sanglante dans les bras de son mari. Charles VIII et Louis sortirent. Jean Galéas était condamné. Le surlendemain, Charles VIII partit pour Florence, accompagné de son allié, mais à peine furent-ils à Parme qu'un messager les rejoignit, annonçant à Louis Sforza que son neveu venait de mourir. Louis s'excusa aussitôt près de Charles VIII de ce qu'il le laissait continuer sa route seul, mais les intérêts qui le rappelaient à Milan étaient si graves, disait-il, qu'il ne pouvait en pareille circonstance en rester éloigné un jour de plus. En effet, il avait à recueillir la succession de celui qu'il avait assassiné. Cependant, Charles VIII continuait sa route, non sans quelque inquiétude. La vue du jeune prince mourant l'avait profondément ému, car il avait au fond du cœur la conviction que Louis Sforza était son meurtrier. Et un meurtrier pouvait être un traître. Il s'avançait donc au milieu d'un pays inconnu, ayant devant lui un ennemi déclaré et derrière lui un ami douteux. On commençait à entrer dans les montagnes, et comme l'armée n'était point approvisionnée et vivait au jour le jour, la moindre station forcée amenait la famine. Or, on avait devant soi Fisizzano, qui n'était, il est vrai, qu'une bourgade entourée de murailles, mais qu'après Civizzano, Sarzane et Pietrasanta, qui étaient des forteresses regardées comme imprenables. De plus, on entrait dans un pays malsain, surtout en octobre, qui ne produit que de l'huile et qui tire son blé, même des provinces voisines. La situation était grave, mais l'orgueil de Pierre de Médicis vint de nouveau en aide à la fortune de Charles VIII. Pierre de Médicis avait, comme on le se rappelle,
prit l'engagement de fermer l'entrée de la Toscane aux Français. Cependant, lorsqu'il vit son ennemi descendre des Alpes, moins présomptueux dans ses propres forces, il demanda secours au pape. Mais à peine le bruit de l'invasion ultramontaine qui s'était répandu dans la Romagne, que les colonna s'étaient déclarés soldats du roi de France et réunissant toutes leurs forces, s'étaient emparés d'Ostie, où ils attendaient la flotte française pour lui offrir un passage vers Rome. C'est alors que le pape, au lieu d'envoyer des troupes à Florence, fut obligé de rappeler tous les soldats autour de sa capitale. Seulement, il fit dire à Pierre de Médicis que si Bajazet lui envoyait les troupes qu'il lui avait fait demander, il mettrait cette armée à sa disposition. Pierre de Médicis n'avait encore pris aucune résolution, ni formé aucun plan, lorsqu'il apprit à la fois de nouvelles terribles. Un voisin jaloux, le marquis de Tortinivo, avait indiqué aux Français le côté faible de Fisidiano, de sorte que les Français s'en étaient emparés d'assaut et en avaient passé les soldats et les habitants au fil de l'épée. D'un autre côté, Gilbert de Montpensier, qui éclairait le bord de la mer pour conserver à l'armée française ses communications avec sa flotte, avait rencontré un détachement que Paul Orsini envoyait à Sarzane pour renforcer la garnison et après un combat d'1 heure, l'avait taillé en pièces. Aucun des prisonniers n'avait été reçu et remercié. Tout ce qu'on avait pu atteindre avait été massacré. C'était la première fois que les Italiens, habitués au combat chevaleresque du XVe siècle, se trouvaient en contact avec les terribles ultramontains qui, moins avancés qu'eux en civilisation, ne considéreraient pas encore la guerre comme un jeu savant, mais la tenaient bien pour une lutte mortelle. Aussi, la nouvelle de ces 2 boucheries produisit-elle une grande sensation à Florence, la ville la plus riche, la plus commerçante et la plus artistique de l'Italie. Chacun se représenta les Français pareils à une armée de ces anciens barbares qui éteignaient le feu avec le sang. Les prophéties de Savonarole, qui avaient prédit l'invasion ultramontaine et la destruction qui la devait suivre, étaient revenues à l'esprit de tous. Une fermentation si grande se manifesta que Pierre de Médicis résolut d'obtenir la paix à tout prix et fit décréter à la République qu'elle enverrait une ambassade au vainqueur et obtint résolu qu'il était de se remettre lui-même entre les mains du roi français, de faire partie de cette ambassade. En conséquence, il quitta Florence, accompagné de 4 autres messagers, et arrivé à Pietrasanta, il fit demander à Charles VIII un sauf-conduit pour lui seul. Le lendemain du jour où il avait fait cette demande, Brissonnet et de Pienne vinrent le chercher et l'amenèrent devant Charles VIII. Pierre de Médicis, malgré son nom et son influence, n'était aux yeux de la noblesse française, qui regardait comme un déshonneur de s'occuper d'art ou d'industrie, qu'un riche marchand avec lequel il était inutile de garder de bien sévères convenances. Aussi, Charles VIII le reçut-il à cheval, en lui demandant d'un ton hautain et comme un maître à son subordonné, d'où lui était venu cet orgueil, de vouloir lui disputer le passage de la Toscane. Pierre de Médicis répondit que du consentement de Louis XI lui-même, son père Laurent avait conclu un traité d'alliance avec Ferdinand de Naples, que c'était donc à des engagements pris qu'il avait été forcé d'obéir, mais que ne voulant point pousser plus loin son dévouement à la maison d'Aragon et son opposition à celle de France, il était prêt à faire tout ce que Charles VIII exigerait de lui. Le roi, qui ne s'attendait pas à tant d'humilité de la part de son ennemi, demanda que Sarzane lui fût livrée. Ce à quoi Pierre de Médicis consentit à l'instant même. Alors que le vainqueur, voulant voir jusqu'où l'ambassadeur de la magnifique République pousserait la déférence, elle répondit que cette concession était loin de lui suffire, mais qu'il lui fallait encore les clés de Pietrasanta, de Pise, de Librafata et de Livourne.
Pierre de Médicis n'y vit pas plus de difficultés que dans celle de Sarzane, et y consentit encore, sous la seule parole que lui donna Charles VIII. Il lui dit de remettre ses villes lorsqu'il aurait achevé la conquête de Naples. Et enfin, Charles VIII, voyant que le négociateur qu'on lui avait envoyé était si facile en affaires, il exigea comme dernière condition, mais aussi comme condition sine qua non, que sa protection royale, qui lui serait prêtée par la magnifique République, une somme de 200 000 florins. Pierre, qui disposait du trésor avec la même facilité que des forteresses, répondit que ses concitoyens étaient heureux de rendre ce service à leur nouvel allié. Alors Charles VIII le fit monter à cheval et lui ordonna de marcher devant lui, afin de commencer l'exécution de ses promesses par la remise des 4 forts qu'il avait exigées. Pierre de Médicis obéit, et l'armée française, conduite par le petit-fils de Cosme le Grand et le fils de Laurent le Magnifique, continua sa marche triomphale à travers la Toscane. En arrivant à Lucques, Pierre de Médicis apprit que les concessions qu'il avait faites au roi de France occasionnaient à Florence une fermentation terrible. Tout ce que la magnifique République avait cru qu'il exigerait, Charles VIII était un simple passage sur son territoire, et le mécontentement de la nouvelle était donc général. Quand il fut encore augmenté par le retour des ambassadeurs, Pierre de Médicis n'avait même pas consulté pour agir ainsi qu'il l'avait fait. Quant à celui-ci, jugeant son retour nécessaire, il demanda à Charles VIII l'autorisation de le précéder dans la capitale. Comme il avait rempli ses engagements moins l'emprunt, et que l'emprunt ne pouvait se négocier qu'à Florence, le roi n'y vit aucun inconvénient. Et le même soir qu'il avait quitté l'armée, Pierre rentra incognito dans son palais de la Via Larga. Le lendemain, il voulut se présenter dans la seigneurie. Mais en arrivant sur la place du Vieux Palais, il vit venir à lui le goufalonnier Jacob de Nerly, qui lui signifia qu'il était inutile qu'il tentât d'aller plus loin et qui lui montra Luca Corsini debout à la porte, l'épée à la main et derrière lui avec des gardes chargés. S'il voulait insister et le disputer en passage, ce n'était pas possible. Pierre de Médicis, étonné d'une pareille opposition, qu'il éprouvait pour la première fois, n'essaya pas même de la combattre. Il se retira chez lui et écriva à Paul Orsini, son beau-frère, de venir le chercher et le trouver avec ses gendarmes. Malheureusement pour lui, la lettre fut interceptée. La seigneurie y vit une tentative de rébellion. Elle appela à son aide les citoyens, ceux-ci s'armèrent à la hâte, sortirent en foule et s'amassèrent sur la place du palais. Pendant ce temps, le cardinal Jean de Médicis était monté à cheval et croyant qu'il allait être soutenu par Orsini, il courait les rues de Florence accompagné de ses serviteurs et jetant son cri de cœur et de guerre, « Palais, palais !» Mais les temps étaient changés, ce cri ne trouvait plus d'écho, et lorsque le cardinal arriva à la rue de Calzasioli, de tels murmures y répondirent qu'il comprit qu'au lieu de tenter de soulever Florence, ce qu'il avait mieux à faire était d'en sortir avant que la fermentation fût arrivée plus loin. Il se retira promptement dans son palais, croyant y retrouver Pierre et Julien, ses frères. Mais ceux-ci, sous la protection d'Orsini et de ses gendarmes, venaient de fuir par la porte de San Gallo. Le péril était imminent. Jean de Médicis voulut suivre leur exemple, mais partout où il passait, des clameurs de plus en plus menaçantes l'accueillaient. Enfin, voyant que le danger s'augmentait toujours, il descendit de cheval et entra dans une maison qui était ouverte. Cette maison communiquait par bonheur avec un couvent de franciscains. Un des frères prêta sa robe au fugitif, et le cardinal, protégé par cet humble incognito, parvint enfin à sortir de Florence et rejoignit ses 2 frères dans les Apennins. Le même jour, les Médicis furent déclarés traîtres et rebelles, et des ambassadeurs furent envoyés au roi de France.
Ils le trouvèrent à Pise, où il rendait la liberté à la ville depuis 87 ans, qui était tombé sous la domination des Florentins. Charles VIII ne fit aucune réponse au messager. Seulement, il annonça qu'il allait marcher sur Florence. Une pareille réponse, comme on le comprend bien, épouvanta la magnifique République. Florence n'avait ni le temps de préparer sa défense, ni la force de se défendre de ce qu'elle était. Cependant, chaque maison puissante rassembla autour d'elle ses serviteurs et ses vassaux, les ayant armés et attendit avec l'intention de ne pas commencer les hostilités, mais aussi avec la détermination de se défendre. Car si les Français attaquaient, il fut convenu que si quelque chose nécessitait une prise d'armes, les cloches sonnant à toute volée aux différentes églises de la ville, elles seraient le signal pour tous. Cette résolution était plus terrible à Florence peut-être que dans toute autre ville. Les palais qui restent de cette époque sont encore aujourd'hui de véritables forteresses. Et les éternels combats de guelfes et des Ghibellins avaient familiarisé les Toscans avec les guerres des rues. Le roi se présenta le 17 novembre au soir à la porte de San Friano, et il y trouva la noblesse florentine revêtue de ses habits les plus magnifiques, accompagné du clergé qui chantait les hymnes et accompagné du peuple qui, joyeux de tout changement, espérait obtenir quelque retour de liberté par la chute des Médicis. Charles VIII s'arrêta un instant sous une espèce de baldaquin doré qu'on avait préparé pour lui, et il répondit quelques mots évasifs aux paroles de bienvenue que lui adressait la seigneurie. Puis, ayant demandé sa lance, il l'appuya sur sa cuisse et ordonna l'ordre de rentrer dans la ville, qu'il traversa tout entière avec son armée. Il le suivait les armes hautes et alla descendre au palais des Médicis qui avait été préparé pour lui. Le lendemain, les négociations s'entamèrent, mais chacun était loin du compte. Les Florentins avaient reçu Charles VIII comme un hôte, et celui-ci était entré en vainqueur. Aussi, lorsque les députés de la seigneurie parlèrent de ratifier le traité de Pierre de Médicis, le roi leur répondit que ce traité n'existait plus, puisqu'il avait chassé celui qui l'avait fait, que Florence était sa conquête comme il l'avait prouvé en y rentrant la veille, la lance à la main. Comme il l'avait prouvé en y rentrant, et comme il s'en réservait la souveraineté, il déciderait d'elle, selon son bon plaisir, qu'en conséquence, il leur ferait savoir que s'ils établissaient les Médicis ou s'il déléguerait son autorité à la seigneurie, au reste, il n'avait qu'à revenir le lendemain et qu'il leur donnerait par écrit son ultimatum. Cette réponse jeta Florence dans la consternation. Mais les Florentins ne s'en affermirent que mieux dans la résolution de se défendre. De son côté, Charles VIII avait été étonné de l'étrange population de la ville, car non seulement toutes les rues par lesquelles il avait passé étaient encombrées par la foule, mais encore toutes les maisons, depuis leurs terrasses jusqu'aux soupiraux des caves, semblaient regorgées d'habitants. En effet, Florence pouvait, grâce à son surcroît de population, renfermer à peu près 50 000 âmes. Le lendemain, à l'heure convenue, les députés se rendirent près du roi. Introduits de nouveau en sa présence, les discussions recommencèrent. Enfin, comme on ne pouvait s'entendre, le secrétaire royal, qui était debout au pied du trône sur lequel Charles VIII était assis et couvert, déploya un papier et commença à lire article par article les conditions du roi de France. Mais à peine au tiers de la lecture, la discussion ayant recommencé plus ardente encore qu'auparavant, Charles VIII ayant dit ce qu'il serait ainsi ou ce qu'il ferait, c'est-à-dire sonner ses trompettes, Pierre Caponis, secrétaire de la République, qu'on appelait le Scipion de Florence, arracha des mains du secrétaire royal la capitulation honteuse qu'il proposait en la mettant en pièces. « Eh bien, sire, lui dit-il, faites sonner vos trompettes, nous ferons sonner nos cloches. » Puis, ayant jeté les morceaux à la figure du lecteur stupéfait, il s'élança hors de la chambre pour donner l'ordre terrible qu'il allait faire de Florence un champ de bataille. Cependant, contre toutes les apparences, cette réponse hardie sauva la ville.
Les Français crurent que pour parler si haut à eux, surtout, qui n'avaient encore rencontré aucun obstacle, il fallait que les Florentins eussent des ressources ignorées. Mais certaines, les quelques hommes sages qui avaient conservé de l'influence sur le roi, lui conseillèrent donc de rabattre de ses prétentions. En effet, Charles VIII présenta de nouvelles conditions plus raisonnables, et elles furent acceptées, signées par les deux parties et publiées le 26 novembre pendant la messe dans la cathédrale de Sainte-Marie-des-Fleurs. Voici quelles étaient ces conditions. La seigneurie devrait payer à Charles VIII, à titre de subside, la somme de 120 000 florins en 3 termes. La seigneurie lèverait le séquestre mis sur les biens des Médicis et rapporterait le décret qui met leur tête à prix. La seigneurie s'engagerait à pardonner aux Pisans en pisant leurs offenses, moyennant quoi qu'ils rentreraient sur l'obéissance des Florentins. Enfin, la seigneurie reconnaîtrait les droits du duc de Milan sur Sarzane et Pietrasanta, et ces droits, une fois reconnus, seraient appréciés et jugés par arbitre. En échange de quoi, le roi de France s'engageait à restituer les forteresses qui lui avaient été consignées, soit lorsqu'il serait rendu maître de la ville de Naples, soit lorsqu'il aurait terminé cette guerre par une paix ou par une trêve de 2 ans, soit enfin lorsque, par une mission quelconque, il aurait quitté l'Italie. 2 jours après cette proclamation faite, Charles VIII, à la grande joie de la seigneurie, quitta Florence et s'avança vers Rome par la route de Poggibonsi et de Sienne. Le pape commençait à partager la terreur générale. Il avait appris les massacres de Fivizzano et de Lunigiane et d'Imola. Il savait que Pierre de Médicis avait livré Charles VIII les forteresses de Toscane, que Florence s'était rendue et que Catherine Sforza avait traité avec le vainqueur. Il voyait les débris des troupes napolitaines repasser découragés à travers Rome pour aller se rallier dans les Abruzzes, de sorte qu'il se trouvait découvert en face d'un ennemi qui s'avançait vers lui, tenant toute la Romagne d'une mer à l'autre et marchant sur une seule ligne depuis Piombino jusqu'à Ancône. Ce fut en ce moment qu'arriva Alexandre V. La réponse de Bajazet, et elle n'avait tant tardé parce que l'envoyé pontifical de l'ambassadeur napolitain avait été arrêté par Jean della Rovere, frère du cardinal Julien, au moment où il mettait les pieds à terre sur Sinigaglia. Il était chargé d'une réponse verbale qui est telle que le sultan se trouvait à cette heure préoccupé d'une triple guerre, l'une avec le Soudan d'Égypte, l'autre avec le roi de Hongrie, et la troisième avec les Grecs et de la Macédoine et de l'Épire. Il ne pouvait, malgré son désir, aider sa sainteté et ses armes, mais ils étaient accompagnés d'un favori du sultan, lequel était porteur d'une lettre particulière pour Alexandre VI, et dans laquelle Bajazet lui offrait à certaines conditions de l'aider de son argent. Quoique les messagers eussent été arrêtés, comme nous l'avons dit précédemment, l'envoyé turc n'en trouva pas moins un moyen de faire parvenir sa dépêche au pape. Nous la rapportons dans toute sa naïveté. Le sultan Bajazet, fils du Soudan Mahomet II, par la grâce de Dieu, empereur d'Asie et d'Europe, au père et au maître de tous les chrétiens, Alexandre VI, pontife de Rome et pape par la providence céleste, après le salut que nous lui devons et nous lui donnons, de toute notre âme, faisons savoir à notre grandeur par l'envoyé de sa puissance Georges Boucharda que nous avons appris sa convalescence, de laquelle nous avons reçu une grande joie et une grande consolation. Il serait bon que notre frère Jem, qui en sa qualité d'homme est sujet à la mort et qui entre les mains de votre grandeur trépassât le plus tôt possible, attendu que ce trépas, qui dans sa position serait un bonheur et deviendrait très utile à votre puissance, très commode à votre repos et en même temps très agréable à moi qui suis votre ami. C'est sur ces dernières paroles que je m'arrête
Pour la suite, ça sera dans quelques instants. En attendant, n'hésitez pas à réagir sur cette œuvre avec le hashtag VBN. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour la suite.